La foule pensait que cela faisait partie du spectacle. Une jeune femme souriante, chevauchant le dos de l'orque célèbre de SeaWorld. Mais en quelques secondes, le spectacle s'est transformé en cri. Shamu l'a projeté dans l'eau, lui a serré la jambe avec sa mâchoire et l'a entraîné vers le fond. Ce n'était plus une mise en scène, c'était une lutte pour la survie. 20 avril 1961, SeaWorld, San Diego. Les gradins étaient remplis de familles, des enfants léchant des glaces, des parents prenant des photos, des rires résonnant dans le parc. Ils pensaient assister à une simple campagne publicitaire inoffensive. Une jeune et belle secrétaire des bureaux du parc, Annette Ekis, souriait nerveusement tandis qu'elle se posait sur le dos de Shamu, l'orque vedette du parc. Elle portait un bikini rouge, choisi par l'équipe marketing pour attirer l'attention. Le plan était simple. Shamu la porterait à travers la piscine dans une course éblouissante et parfaite pour les photos. Les caméras étaient prêtes. La foule était prête. Annette essayait de rester stable tandis que la gigantesque baleine se lançait en avant. Mais ce qui s'est passé ensuite n'était pas une performance chorégraphiée. Sans avertissement, Shamu donna un violent coup. Annette vola dans l'eau, frappant la surface avec un éclaboussement. Un soupir de surprise parcourut le public. Puis, l'horreur. Les mâchoires de l'orque tueuse se refermèrent autour de sa jambe. L'image est inoubliable. Une jeune femme qui lutte dans l'eau, un prédateur de 300 kilos serrant sa jambe, la traînant comme une proie. Les applaudissements se transformèrent en cris, tandis que les parents cachaient les yeux de leurs enfants. Ce n'était plus du divertissement. C'était un cauchemar qui se déroulait en plein jour. Shamu s'était retourné contre sa dompteuse. Au début, certains pensaient que cela faisait partie du spectacle. SeaWorld était connu pour pousser le show à l'extrême, pour brouiller la frontière entre le danger et la performance scénique. Mais l'illusion s'est brisée instantanément. Le cri d'Annette déchira l'air. Un son qu'aucun entraîneur ne pourrait simuler. Le bikini rouge, maintenant taché de sang, ne laissait aucun doute. Les parents serraient fort leurs enfants. Certaines personnes restaient paralysées, incapables de bouger. D'autres criaient « Aidez-la, que quelqu'un l'aide !» La foule était devenue en espérant des sourires, des éclaboussures et les célèbres tours de Shamu. Au lieu de cela, elle assistait à une attaque, crue, brutale et impitoyable. Depuis les gradins, cela ressemblait à un combat de force, entre une jeune femme fragile et un prédateur né pour dominer l'océan. Shamu la lâchait une seconde, juste pour se jeter de nouveau, serrant ses mâchoires plus fort, la traînant sous la surface. Chaque fois qu'elle disparaissait, les cœurs s'arrêtaient. Chaque fois qu'elle réapparaissait, haletante et agitée, c'était comme une trêve cruelle. Les enfants sanglotaient. Certaines familles tentaient de partir, mais beaucoup ne pouvaient détourner le regard. C'était l'horreur, en direct, un cauchemar déguisé en spectacle du soir. Le message était inévitable. Ce n'était pas un spectacle, c'était une lutte pour la survie, et Annette était en train de perdre. La panique s'est répandue au bord de la piscine. Les entraîneurs qui avaient passé des années à travailler aux côtés de Shamu se sont soudainement retrouvés à lutter contre la même créature qu'ils devaient contrôler. Ils ont couru vers le bord de l'eau, criant, frappant la surface, agitant les bras, tout pour briser l'emprise de l'orque. Mais Shamu ne répondait pas aux ordres. Elle était bloquée, se déchaînant contre Annette comme une proie. Un entraîneur a lancé une bouée de sauvetage. Un autre a frappé l'eau avec un bâton. Et pourtant, Shamu a plongé, entraînant Annette sous l'eau. Les secondes semblaient des heures, tandis que des bulles remontaient à la surface. Preuve qu'elle était toujours là-dessous. Les spectateurs criaient, convaincus qu'elle ne ressortirait jamais. Quand Annette a refait surface, elle s'étouffait, saignait, à peine consciente.
Les entraîneurs se sont précipités avec des crochets et des bâtons, essayant de les enfoncer entre les mâchoires de Shamu. L'orque a réagi violemment, entraînant presque l'un des sauveteurs avec elle. Ce fut un terrible rappel. Aucune force humaine ne pouvait rivaliser avec 5 tonnes de muscles et de dents. Chaque tentative a échoué. Chaque seconde comptait. Les entraîneurs comprirent qu'ils ne se battaient pas seulement pour sauver Annette. Ils combattaient contre le même mythe qu'ils avaient vendu au public, que ces baleines pouvaient vraiment être contrôlées. Shamu n'était plus une artiste, elle était un prédateur. Juste au moment où les sauveteurs pensaient pouvoir libérer Annette, Shamu se jeta de nouveau. L'orque tordit son énorme corps, serrant plus fort, et d'un violent coup de queue, entraîna Annette vers les profondeurs sous la surface. Les cris de la foule se transformèrent en silence. De Lao Sao, il n'y avait plus que de la mousse et de l'eau teintée de rouge. Les secondes passaient. 10, 20, 30, trop longtemps. Les personnes sur la plateforme commencèrent à croire qu'elle avait disparu. Sous la surface, Annette était secouée comme une poupée de chiffon, les poumons en feu tandis que Shamu la secouait comme un jouet. Elle griffait l'eau, la peau lisse et noire de la baleine, désespérée d'air, mais Shamu serrait encore plus fort, refusant de la laisser partir. Puis, soudain, Annette émergea, haletante, le sang coulant sur sa jambe. Les entraîneurs se jetèrent au sol contre le bord de la piscine, tendant des perches et des crochets, essayant désespérément de la libérer. L'eau s'agitait violemment tandis que Shamu se défendait, les mâchoires serrées. C'était le chaos. L'illusion de contrôle était brisée. Ce n'était plus un spectacle. C'était une question de vie ou de mort. Une orque démontrant que, malgré tout l'entraînement, les humains étaient impuissants dans son monde. Lorsque Annette émergea, son cri déchira le chaos. Les mâchoires de Shamu lui déchirèrent l'un sous la cuisse, et la piscine se teinta de rouge. Le spectacle pour lequel les gens étaient venus encourager se transforma en un cauchemar au ralenti. Les familles serraient de leurs enfants dans leurs bras. Certains pleuraient, d'autres étaient paralysés par l'incrédulité. Sur la plateforme, les entraîneurs criant des ordres que personne ne pouvait suivre assez vite. Ils plongèrent des poteaux dans l'eau, frappant Shamu, essayant de lui ouvrir les mâchoires, n'importe quoi pour forcer la baleine à la lâcher. Mais Shamu la tenait fermement, secouant la tête de gauche à droite, traînant Annette à travers l'écume cramoisie. Chaque seconde s'étirait en une éternité. La jambe d'Annette était déchiquetée, le sang laissait une traînée derrière elle. L'horreur était désormais indéniable. Ce n'était pas un accident. Ce ne faisait pas partie d'un spectacle. C'était de la violence pure, un prédateur affirmant son pouvoir devant des milliers de personnes. Finalement, d'un coup brutal, Shamu la lâcha, juste pour sauter de nouveau, poussant Annette comme une proie. Les entraîneurs réussirent à la tirer vers le bord, leurs mains agrippant désespérément ses bras, la sortant à moitié de l'eau. Le visage d'Annette était pâle comme un fantôme, son corps tremblait, sa jambe était défigurée. Le public était tombé dans le silence. La piscine qui symbolisait autrefois le divertissement familial était maintenant maculée de sang. Les entraîneurs savaient. Ils n'avaient que quelques secondes avant que Shamu n'attaque de nouveau. Annette, à moitié dans l'eau, à moitié hors de l'eau, glissait en arrière vers la piscine. Son sang imprégnait la plateforme, ses cris s'éteignaient. Un entraîneur glissa un bâton en d'acier entre les mâchoires de Shamu, poussant de toutes ses forces, tandis que l'orque se redressait, se jetant sur la jambe pendante d'Annette. Un autre la saisit sous les bras, les muscles tremblants, tandis que le poids de son corps, mouillé, le tirait vers l'avant. « Résiste !» cria quelqu'un, bien que tous savaient que ce n'était pas Annette qui abandonnait. C'était Shamu qui refusait de la lâcher. La baleine s'agitait,
Sa masse énorme faisait s'écraser des vagues contre la plateforme. La tête d'Annette disparut de nouveau sous la surface, des bulles sortant de sa bouche alors qu'elle se noyait dans l'eau. La foule retint son souffle, 1000 voix avalées par le silence. Puis, d'un dernier coup de force, les entraîneurs la tirèrent hors de l'eau. Annette tomba sur la plateforme, la peau pâle, le corps flasque, le sang coulant de profondes blessures, pénétrantes à la cuisse. Shamu tournait en dessous, ombre blanche et noire coupant l'eau, attendant. Pour la première fois dans l'histoire de SeaWorld, le spectacle était devenu une pure lutte pour la survie. Une jeune femme gisait brisée, et Shamu n'avait pas encore fini. Le corps d'Annette gisait étendu sur la plateforme glissante, sa jambe déchirée, des bandes cramoisies s'accumulant en dessous d'elle. Les entraîneurs pressaient des serviettes et leurs mains sur les blessures, mais le sang continuait de couler. Elle tremblait violemment, les lèvres tremblantes, tandis qu'elle haletait pour respirer. La foule, auparavant en un tonnerre d'applaudissements, était maintenant figée dans un silence cauchemardesque. Les enfants s'accrochaient à leurs parents. Certains pleuraient, d'autres regardaient, les yeux grands ouverts, le sang qui tachait l'eau. Un père murmura « Cette baleine a failli la tuer », tandis que Shamu nageait en dessous, indifférent, son aileron dorsal coupant la piscine comme une lame. 2 hommes soulevèrent Annette sur une civière. Sa tête pendait sur le côté, les yeux vitreux à cause du choc. « Reste avec nous, Annette !» cria un entraîneur, mais elle pouvait à peine répondre. Toute l'illusion de contrôle, la façade souriante de SeaWorld, s'était brisée à cet instant. Alors qu'on la transportait, en courant vers la salle d'urgence, le public restait collé à ses sièges, certains trop choqués pour bouger, d'autres désespérés de partir. Derrière eux, Shamu émergea, expirant un violent jet de brume, comme pour revendiquer la victoire. Ce n'était plus seulement un spectacle qui avait mal tourné. C'était un spectacle public devenu un avertissement sanglant. Ce n'était jamais un show, c'était une lutte pour survivre. À la tombée de la nuit, l'histoire était partout. Les télévisions locales interrompirent donc leur programmation avec des images choquantes d'une jeune femme sur une civière, la jambe enveloppée de bandages trempés de sang. Le titre brûlait à l'écran. Shamu attaque la secrétaire de SeaWorld. Le lendemain matin, la presse se pressait aux portes de SeaWorld. Les journalistes pointaient leur micro vers le personnel, réclamant des réponses. Pourquoi une secrétaire montait-elle une orque tueuse? Était-elle entraînée? Était-ce sûr? Le porte-parole du parc tenta de sourire au milieu du chaos, mais les fissures étaient évidentes. Le visage d'Annette, les yeux ouverts et pâle sur la civière, apparut dans les journaux de la Californie, à New York. Ce qui devait être un coup de publicité brillant s'était transformé en un désastre de relations publiques. Les parents qui rêvaient auparavant d'emmener leurs enfants, voir Shamu murmurer, maintenant avec peur. Si cela a pu arriver à elle, que pourrait-il nous arriver à nous? SeaWorld se hâta de contrôler le récit. Ils qualifièrent l'événement de « incident rare », insistant sur le fait que l'orque n'avait pas voulu faire de mal. Mais parmi les dresseurs, circulaient des rumeurs. Shamu avait montré de l'agressivité par le passé. La direction le savait. Et pourtant, ils avaient mis Annette à le haut. L'attention médiatique frénétique ne cessa pas. L'image de Shamu, l'icône souriante du divertissement familial, était désormais tachée de sang. Et SeaWorld luttait soudainement pour sa réputation. Annette Ekis n'est pas partie de SeaWorld seulement avec des cicatrices à la jambe, mais aussi avec une blessure à sa dignité. Elle avait été humiliée, exhibée comme une acrobatie ratée et presque tuée devant des centaines de personnes. Et elle n'avait pas l'intention de rester silencieuse.
Quelques semaines après l'attaque, Annette a intenté un procès contre SeaWorld. Elle a demandé 1,3 million de dollars, affirmant que le parc l'avait forcée à réaliser une acrobatie pour laquelle elle n'avait pas été formée. Ses avocats ont dressé un tableau saisissant. Une jeune secrétaire jetée dans la piscine avec un prédateur de 5 tonnes. Tout cela pour une publicité à bas coût. SeaWorld s'est battu avec force. Son équipe juridique a soutenu qu'Annette avait participé volontairement, qu'elle connaissait les risques, que Shamu n'avait pas l'intention de lui faire du mal. Au tribunal, les avocats de Sasasa de la société ont tenté de la dépeindre comme la coupable. Une secrétaire trop enthousiaste, qui voulait attirer l'attention. Mais les photos ne mentent pas. La civière, les points de suture, la peur gravée sur son visage. Pour beaucoup, c'était clair. SeaWorld avait joué avec sa vie. L'affaire s'est prolongée, mais finalement l'indemnisation multimillionnaire a été annulée. Annette est partie sans rien, sauf ses cicatrices, son traumatisme et l'amère vérité que dans la bataille entre une jeune femme et un géant corporatif, c'est le géant qui a gagné. Avant avril 1971, Shamu était la star de SeaWorld, le visage souriant du parc, le géant gentil qui attirait des milliers de familles. C'était l'orque sûre, celle qui faisait voler les entraîneurs dans les airs, équilibrer des balles et embrasser les enfants sur commande. Mais après que le sang d'Annette Ekis ait taché la piscine, cette illusion s'est brisée. Les médias ont explosé avec des titres. Shamu attaque une fille. L'orque tueuse de SeaWorld se rebelle. Pour la première fois, le monde a vu au-delà des brochures brillantes. Derrière les tours et les sourires se cachait un prédateur. 5 tonnes de muscles, de dents et d'instinct. SeaWorld s'est empressé de protéger sa marque. Ils ont minimisé l'attaque, la qualifiant d'incident, d'un malentendu. Mais le public n'a pas été convaincu. Les maires, qui applaudissaient autrefois dans les gradins, se demandaient « maintenant ». Cette baleine pouvait-elle recommencer? Shamu était-elle vraiment sûre? À l'intérieur du parc, les entraîneurs chuchotaient. Certains admiraient avoir vu des signes d'alarme, des accès soudains d'agressivité, des humeurs imprévisibles. Mais ces chuchotements n'ont jamais atteint le public. La réputation de Shamu est restée ternie à jamais. Elle n'était plus seulement une animatrice, elle est devenue un symbole de danger en captivité. Et sous la surface flottait une vérité inquiétante. Si la vedette du spectacle pouvait attaquer, que disait cela de tout le secteur? L'agression d'Annette Ekis n'a pas été un simple incident isolé. Ce fut l'étincelle initiale d'un incendie qui allait brûler pendant des décennies. L'attaque de Shamu a marqué le début d'un schéma inquiétant. Un schéma d'orques se retournant contre leur dresseur. SeaWorld a tenté de l'enterrer, le présentant comme un incident isolé. Mais l'histoire a prouvé le contraire. Encore et encore, les orques en captivité ont attaqué. Certains incidents étaient mineurs, un dresseur traîné, une morsure, une quasi-noyade. D'autres ont été catastrophiques, avec des résultats fatals qui ont fait la une dans le monde entier. Et à chaque fois, l'ombre de ce jour de 1971 grandissait de plus en plus. L'attaque contre Sol Annette était un avertissement, écrit dans lettres de sang à la surface de la piscine. Les orques ne sont pas des artistes, et la captivité déforme leurs instincts. Le nom Shamu a survécu, transmis à d'autres orques comme si la marque pouvait effacer le danger. Mais la vérité ne pouvait être cachée. Derrière le marketing, derrière les déguisements et les sourires, il y avait des prédateurs au sommet. Énormes, intelligents et imprévisibles. Annette a survécu, mais sa rencontre a laissé des cicatrices bien au-delà de sa jambe. Elle a laissé une question en suspens. Combien d'avertissements seraient nécessaires
avant que le monde écoute enfin. Annette Ekis a eu de la chance. Elle est sortie de SeaWorld sur une civière, en sang, terrifiée, mais vivante. Beaucoup de ceux qui sont venus après elle n'ont pas eu la même chance. Son attaque est devenue un sombre prélude à une longue série de tragédies. La preuve que la captivité peut transformer même les animaux les plus majestueux en bombes à retardement. Pour Annette, cette expérience a marqué la fin de sa brève aventure avec la célébrité et lui a laissé des cicatrices physiques et émotionnelles qui n'ont jamais vraiment disparu. Elle avait cru à l'illusion, à la promesse que Shamu était apprivoisé, sûr et contrôlable. Cette illusion s'est brisée en quelques secondes. Pour SeaWorld, l'attaque aurait dû être un pan de réflexion. Au lieu de cela, ils ont doublé la mise, transformant Shamu en une marque, un masque pour cacher la vérité. Derrière les affiches souriantes et les spectacles soigneusement chorégraphiés, les orques se fâchaient, les dresseurs risquaient leur vie et l'eau s'est teintée de rouge plus d'une fois. L'histoire d'Annette est un avertissement inquiétant. La nature sauvage ne peut être enfermée dans une cage. On peut l'embellir, lui donner une scène, l'appeler divertissement. Mais au fond, la nature n'oublie jamais ce qu'elle est. Et ce jour-là, en 1971, devant un public stupéfait, Shamu a rappelé au monde qui il était, avec ses dents. Annette Ekis a survécu à sa rencontre brutale avec Shamu, mais son sang dans l'eau n'était que le début d'un schéma inquiétant qui hanterait SeaWorld pendant des décennies. Si cette histoire vous a marqué, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer le prochain récit d'humains affrontant la force brute de la nature. Et bientôt, une autre histoire bouleversante où la captivité est devenue mortelle. Une que vous ne croirez pas avant de l'avoir entendue. Mais toutes les tragédies ne se produisent pas en captivité. Dans les eaux ouvertes au large de Sydney, en Australie, une autre vie aurait été perdue. Cette fois, aux mains du prédateur le plus redouté de l'océan. Voici l'histoire de Simon Nelist. Un après-midi tranquille à Sydney. Un nageur solitaire glissant juste au-delà des rochers. Puis, une vague violente sous la surface. En quelques secondes, la mer s'est teintée de rouge. Les spectateurs criaient depuis les falaises, tandis qu'un grand requin blanc entraînait Simon Nelist sous l'eau. Ce fut la première attaque mortelle de requin à Sydney en près de 60 ans, et elle coûta la vie à un homme qui aimait l'océan et croyait que les requins ne devaient jamais être tués. Voici son histoire. Il était à peine 16h30 le 16 février 2022. Les vagues à Little Bay se déplaçaient paresseusement vers le rivage, le genre d'après-midi qui incitait les habitants à oublier les vérités les plus sombres de l'océan. Sur les falaises au-dessus, les pêcheurs lançaient leurs lignes. Les coureurs passaient par le sentier côtier, et dans l'eau turquoise, un homme nageait avec l'assurance de celui qui se sent complètement chez lui en mer. Cet homme était Simon Nelist, 35 ans, ancien militaire de la Royal Air Force, instructeur de plongée et passionné écologiste. Il préparait le chapitre le plus important de sa vie, un mariage dans quelques mois. Ses amis disaient qu'il était que le plus heureux qu'il ne l'ait jamais vu. Simon n'était pas seulement un nageur. C'était un homme qui appartenait à l'Ejo. Il avait servi en Afghanistan, mais c'était dans l'océan qu'il trouvait la paix. Il vivait à Sydney, travaillait avec la vie marine et parlait souvent de son profond respect pour les requins. En fait, il s'opposait ouvertement aux filets anti-requins, convaincu qu'ils causaient plus de mal que de bien. Cet après-midi-là, rien de tout cela n'avait d'importance. Tandis que Simon glissait parallèlement au rocher, inconscient, le décor était déjà prêt pour l'impensable. Une ombre, vaste et silencieuse, s'approchait d'en dessous. Ce qui s'est passé ensuite briserait l'illusion de sécurité de Sydney, ferait taire les vagues par des cris
et inscrirait le nom de Simone Néliste dans l'histoire comme la victime de la première attaque mortelle de requins en ville depuis près de 60 ans. Sydney est une ville qui vit au rythme de l'océan. Bondi, Coogee, Manly, ces plages ne sont pas seulement des lieux pour nager, elles font partie de l'identité de la ville. Des générations ont grandi avec le sable entre les orteils et le sel dans les cheveux. Et pourtant, malgré les millions de personnes qui entrent dans l'eau chaque année, les attaques mortelles de requins ici étaient presque mythiques, un souvenir du passé. La dernière fois que Sydney en a vu une, c'était en 1963. Presque 6 décennies de sécurité. 60 ans de parents rassurant leurs enfants. Tout va bien, il ne se passera rien. L'océan était vaste, oui, mais pour les habitants de Sydney, il était aussi sûr. Cette longue période de calme a créé quelque chose de dangereux, la complaisance. Quand 60 ans passent sans tragédie, on a l'impression que cela ne peut pas arriver. Mais la vérité a toujours été cachée sous les vagues. Sydney se trouve sur la côte est de l'Australie, le long d'une route migratoire pour les requins. Les grands blancs patrouillent ces eaux. Les requins taureaux remontent les rivières. Les requins tigres errent parmi les récifs coralliens. Les gens savaient qu'ils étaient là. Pourtant, l'absence de sang dans l'eau a donné naissance à l'illusion du contrôle. Cette illusion a été brisée le 16 février 2022. Le jour où Simone Néliste est allé nager, personne sur les falaises ne pensait qu'il allait être témoin d'un cauchemar. Personne n'imaginait voir quelque chose que Sydney n'avait pas vu de toute une vie. L'océan rappelant aux êtres humains exactement quelle est leur place dans la chaîne alimentaire. Quand l'attaque est arrivée, elle a été soudaine, brutale, publique, et la ville qui s'était convaincue d'être en sécurité ne regarderait plus jamais ses plages de la même manière. Little Bay est l'un des joyaux cachés de Sydney. La plupart des après-midi, elle semble un secret. Eau calme, falaises de grès doré et doux rires de familles pique-niquant sur l'herbe en haut. Le 16 février 2022, la mer semblait parfaite. Claire, calme, inoffensive. Le genre d'oiseau qui attire même les plus prudents, loin du rivage. Pour Simone Néliste, ce n'était rien d'inhabituel. Il nageait souvent à Little Bay, s'entraînant en eau libre, restant en forme et en paix dans l'eau qu'il aimait le plus. Depuis les falaises, les pêcheurs l'observaient glisser au-delà du promontoire, ses bras coupant doucement l'eau. Pour eux, c'était une routine, juste un autre nageur sous le soleil de l'après-midi. Mais sous cette surface sereine, quelque chose d'énorme bougeait. Une ombre tournante en cercle, s'approchant. Un prédateur conçu pour tuer, en silence. Simon n'avait aucune raison de le savoir. Il n'était pas loin du rivage, à peine au-delà des rochers. Il avait fait cette nage d'innombrables fois. Mais à ce moment-là, l'océan qu'il avait toujours accueilli était sur le point de le trahir. Les témoins ont dit plus tard que l'eau semblait parfaite comme sur une carte postale jusqu'à la seconde où elle ne l'était plus. 1 minute, un nageur. La minute suivante, le chaos. Ce qui s'est passé ensuite n'a pas seulement dévasté les proches de Simon, mais a laissé Sydney sous le choc, forcé à affronter la vérité incroyable. La mer n'est jamais aussi sûre qu'elle en a l'air. Sous le calme turquoise de Little Bay, un chasseur rôdait. Un grand requin blanc, long de 3 mètres, presque de la taille d'une voiture, glissait silencieusement dans les profondeurs. Pendant des heures, peut-être des jours, il s'était déplacé le long de la côte de Sydney, suivant les anciens instincts gravés dans sa lignée. Les grands blancs sont des prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire, parfaitement évolués pour attaquer avec une vitesse explosive, leur rangée de dents dentelées capables de couper l'os en quelques secondes. Ce requin n'était pas un monstre comme l'imaginent les humains, il ne chassait pas les personnes. Mais pour un grand blanc,
le flou d'une combinaison en néoprène noir peut ressembler à un phoque. Pour un prédateur au sommet, hésiter signifie la mort. Et ainsi, des profondeurs, le requin a décidé. Sur les falaises au-dessus, personne ne le savait. Il pêchait, discutait, jetait un coup d'œil aux nageurs solitaires. En bas, ignorant que la silhouette la plus mortelle de l'océan alignait sa trajectoire. Une attaque de grand blanc se produit en quelques secondes. Une explosion de muscles, un saut à plus de 30 km/h, et l'impact frappe comme un accident de voiture. Les victimes le voient rarement venir, et Simon Néliste ne l'a jamais vu. En un clin d'œil, l'illusion de sécurité s'est dissoute. Le prédateur avait choisi. L'attaque était imminente. Cela s'est produit en un instant. Un moment, Simon nageait avec des mouvements fluides et calmes, son corps glissant parallèlement aux falaises. L'instant d'après, l'océan lui-même a explosé. Un éclat de ventre blanc, une vague violente et un mur de muscles et de dents ont surgi d'en dessous. Le requin a attaqué avec une force catastrophique. Ses mâchoires sautées se sont refermées sur le flanc et la cuisse de Simon. Les témoins oculaires ont dit que l'eau autour de lui est devenue rouge en quelques secondes. La mer, qui quelques instants auparavant était parfaite comme une carte postale, s'est transformée en une scène de violence primordiale. Depuis les falaises, les spectateurs horrifiés criaient chant. Les pêcheurs ont laissé tomber leurs cannes, regardant impuissant le prédateur s'agiter avec sa proie. Quelqu'un a commencé à filmer avec son téléphone. La vidéo a ensuite confirmé le cauchemar. Simon a été entraîné sous l'eau, le requin est revenu tourner autour, attaquant de nouveau. Les pôles témoins le décrivaient comme incessant. Chaque fois que Simon tentait de remonter à la surface, le grand blanc le bloquait, l'obligeant à redescendre. Ce n'était pas une attaque rapide avec libération, mais une assaut brutale et prolongé. Les falaises résonnaient des cris, mais personne ne pouvait rien faire. L'attaque s'est produite à quelques mètres du rivage, mais semblait à des kilomètres de distance. Lorsque les secouristes sont arrivés, il était déjà trop tard. Simon avait subi ce que les autorités ont ensuite défini comme des blessures catastrophiques. Pour les personnes sur ces falaises, c'était comme voir un cauchemar se dérouler en plein jour. La première attaque mortelle de requin à Sydney en près de 60 ans, et cela se passait sous leurs yeux. Depuis les falaises de Little Bay, l'après-midi tranquille fut brisé par une scène que personne n'oublierait jamais. Au début, ce fut la confusion. Des cris d'un pêcheur, quelqu'un pointant vers l'eau, un éclaboussement qui semblait trop violent pour être une simple nage. Puis la vérité arriva. Un énorme requin s'agitait à quelques mètres des rochers, et un homme était pris dans sa proie. Les téléphones furent levés. Les mains tremblaient, tandis que les gens tentaient soit de capturer la preuve de ce que leur esprit refusait d'accepter. La mer autour de Simon devint cramoisie. Ses mouvements désespérés, des bras qui se débattent contre quelque chose de bien plus fort, restèrent engravés dans la mémoire de tous les spectateurs. Ça ressemblait à une voiture qui frappait l'eau, déclara plus tard un témoin. On pouvait voir la puissance. Une autre voix cria « Requin, il y a quelqu'un là-dedans !» Mais il n'y avait rien que personne puisse faire. Ils étaient figés sur les falaises, séparés du cauchemar qui se déroulait à seulement quelques mètres d'air et de pierre. Certains ne pouvaient pas regarder, d'autres ne pouvaient pas détourner les yeux. Les cris, les éclaboussures, le silence après. Tout se passa avec une horrible clarté, comme une scène qui les hanterait pour toujours. Sydney n'avait pas vu d'attaque mortelle de requin depuis 60 ans. Maintenant, par un après-midi ensoleillé dans une baie tranquille, des dizaines de personnes ordinaires
venaient d'en être témoins de leurs propres yeux. Lorsque les secouristes et les embarcations de sauvetage arrivèrent à Little Bay, l'océan était de nouveau calme, étrangement calme. Le requin avait disparu dans les profondeurs, ne laissant derrière lui qu'une tache de sang flottant à la surface. Les équipes de recherche scrutaient frénétiquement, les yeux fixés sur l'eau à la recherche de tout signe de Simon. Mais il était déjà trop tard. Ce qu'ils trouvèrent confirma ce que les témoins sur la falaise redoutaient. Simon avait subi ce que les autorités appelèrent par la suite des blessures catastrophiques. La brutalité de l'attaque était indéniable. Les sauveteurs sortirent de l'eau ce qu'ils purent récupérer. Leur silence sombre en disait plus que n'importe quel mot. Pour beaucoup d'entre eux, aguerris par des années d'urgence, c'était différent, presque impossible à assimiler. La police boucla la plage. Les hélicoptères bourdonnaient au-dessus de leurs têtes. Les sirènes retentissaient dans le quartier silencieux, tandis que la nouvelle se répandait comme une traînée de poudre. La première attaque mortelle d'un requin à Sydney en près de 6 décennies venait de se produire en plein jour. Sur les falaises, les gens pleuraient, d'autres restaient simplement sous le choc, regardant la baie, revivant l'horreur encore et encore dans leur esprit. La mer, quelques instants plus tôt si accueillante, était devenue une scène de crime. Et la réalité s'imposa. Simon Nellist n'a pas pu être sauvé. Simon Nellist n'était pas simplement un autre nageur dans l'océan. C'était un homme qui vivait pour cela. À 35 ans, Simon avait construit une vie définie par l'aventure. Ancien militaire de la Royal Air Force, il avait voyagé à travers le monde, emportant avec lui la discipline d'un soldat et le cœur d'un esprit libre. Il s'était installé à Sydney, non par hasard, mais pour ce que cette ville lui offrait. Des falaises à escalader, des cieux pour se lancer et des mers pour nager. Ses amis le décrivaient comme courageux, mais les pieds sur terre. Il aimait l'émotion de l'eau, mais la respectait aussi. Il enseignait la plongée, encourageait les autres à embrasser l'océan et écrivait avec passion sur la nécessité de protéger la vie marine. Contrairement à la plupart qui craignaient les requins, Simon les défendait. Il s'opposait ouvertement aux filets anti-requins et à la chasse, affirmant que l'océan leur appartenait bien avant les êtres humains. Et puis, il y avait la partie la plus personnelle de son histoire. Simon était amoureux, profondément amoureux. Il était fiancé, sur le point de se marier, et ses amis disaient qu'il était le plus heureux qu'il ait jamais été. Cela rend sa mort d'autant plus déchirante. L'océan qu'il vénérait, le prédateur qu'il respectait, l'a réclamé sous sa forme la plus violente. Un homme qui parlait pour les requins, emporté par l'un d'eux. L'ironie la plus cruelle, et peut-être la raison pour laquelle son histoire a profondément touché Sydney, est que Simon Nellist était exactement le genre d'homme qui n'aurait jamais voulu de vengeance. Même dans la mort, il aurait voulu que les gens retiennent une vérité. L'océan est sauvage, et les requins ne sont pas les méchants. Mais cette conscience offrait peu de réconfort à ceux qui l'aimaient. Pour eux, la tragédie n'était pas seulement l'horreur de sa mort, mais l'éclat d'une vie brisée trop tôt. La nouvelle de l'attaque s'est répandue à Sydney comme une traînée de poudre. En quelques heures, Little Bay n'était plus seulement une paisible banlieue côtière. C'était que le lieu d'une tragédie qui avait frappé toute une nation. Des hélicoptères patrouillaient la côte. Des drones survolaient les vagues. Les bateaux de police sillonnaient l'eau, équipés de sonars et de dispositifs de surveillance, désespérés de tenter de localiser le requin qui avait tué un homme devant les falaises. Toutes les plages de la ville furent fermées. Des panneaux avertissaient les nageurs de rester à l'écart. Pour beaucoup, c'était impensable.
Sydney n'avait pas connu d'attaque mortelle de requins depuis près de 60 ans. Des générations avaient grandi en croyant que cela ne pouvait plus arriver ici. Mais désormais, la réalité avait brisé cette illusion. L'océan, la fierté de l'Australie, son terrain de jeu, semblaient soudainement à nouveau dangereux. À Little Bay, des fleurs et des messages commencèrent à apparaître. Des inconnus qui n'avaient jamais connu Simon Néliste vinrent s'installer sur les mêmes falaises où les témoins avaient crié quelques heures plus tôt. Certains priaient, d'autres regardaient la mer en silence, comme s'ils espéraient que ce soit l'océan lui-même qui offre des réponses. L'attaque n'a pas seulement emporté la vie de Simon, elle a emporté le sentiment de sécurité de Sydney. Et dans les jours qui suivirent, la peur et la douleur se sont affrontées d'une manière que la ville n'avait pas connue depuis des décennies. L'histoire de Simon Néliste ne concernait pas seulement le moment de sa mort. Elle parlait de la vie qu'il construisait, une vie qui s'est terminée trop tôt. À 35 ans, Simon avait vécu avec audace. Ancien militaire de la RAF, il avait voyagé à travers le monde, s'immergeant dans certaines des eaux les plus dangereuses. Ses amis disaient que l'océan était son sanctuaire. Mais ce qui rendait sa mort insupportablement tragique n'était pas seulement son amour pour la mer, mais que son avenir se trouvait juste devant lui. Il était fiancé. Les préparatifs du mariage étaient déjà en cours. Il avait trouvé quelqu'un qui partageait son amour de la vie, et ceux qui étaient proches de lui disaient ce qu'il était le plus heureux qu'il ait jamais été. Il n'était pas perdu, il était stable, enraciné, prêt pour le prochain chapitre. Lorsque le requin a attaqué, il n'a pas seulement emporté un nageur, il a emporté un fiancé, un fils, un frère, un ami. En un seul instant violent, tout ce qu'il était et tout ce qu'il serait a disparu. Et c'est ce qui rend sa mort si troublante. Ce n'était pas seulement rare, ce n'était pas seulement brutal, c'était la destruction d'une vie à son moment le plus brillant, la preuve que parfois la nature prend sans raison, ne laissant derrière elle que la dévastation. La mort de Simon n'a pas seulement dévasté, elle a aussi divisé. Presque immédiatement, les lignes de bataille familières ont été tracées. D'un côté, il y avait ceux qui réclamaient des actions. Tuer le requin, installer plus de filets, nous ne pouvons pas permettre que cela se reproduise. La peur avait une voix, et elle était tête forte. De l'autre côté, il y avait les conservationnistes, et beaucoup qui connaissaient Simon personnellement. Il rappelait au public qui il était. Simon aimait l'océan, il défendait les requins, il parlait ouvertement contre la capture et les filets. Ses amis disaient qu'il détesterait penser que sa mort puisse être utilisée comme justification pour tuer ces mêmes animaux qu'il respectait. Mais la peur ne se rend pas facilement à la raison. Les journaux télévisés du soir montraient des images d'hélicoptères survolant les plages, de drones anti-requins bourdonnant le long de la côte et des débats sur la sécurité. Sécurité contre la conservation éclatait sur toutes les plateformes. Sydney pouvait-elle protéger les nageurs sans déclarer la guerre à sa vie marine? Un quelconque système pouvait-il garantir la sécurité dans un océan sauvage? Les questions pesaient en pente, la ville était en deuil, en colère, terrifiée, et divisée entre honorer la mémoire de Simon et prévenir une autre tragédie. Dans cette tension est née une vérité. L'océan ne sera jamais exempt de risques, et Simon Néliste le savait mieux que quiconque. L'histoire de Simon Néliste ne se résume pas à une attaque de requin. C'est l'histoire d'un homme qui a consacré sa vie à la mer et l'a perdue d'une manière presque trop brutale pour être comprise. Il était sur le point d'épouser la femme qu'il aimait. Il avait survécu au service militaire, voyagé à travers le monde et trouvé la paix dans les vagues de Sydney. Il défendait les requins,
précisément ces créatures qui, au final, allaient l'emporter. L'attaque fut choquante par sa rareté. Sydney n'avait pas connu d'attaque mortelle de requin depuis 60 ans. Pourtant, ce jour-là, dans l'après-midi tranquille de Little Bay, le destin choisit Simon. Sa mort brisa les illusions de sécurité, sema la peur dans toute la ville et raviva la question éternelle: comment pouvons-nous partager l'océan avec des prédateurs capables de nous tuer en quelques secondes? Mais peut-être que le coup le plus cruel est aussi le plus troublant. Simon n'aurait pas voulu de vengeance. Ses amis insistaient sur le fait qu'il aurait souhaité de la compréhension, du respect pour les requins, même après que son propre sang ait teinté l'eau. L'image finale reste gravée. Un fiancé dévoué, un soldat devenu amoureux de l'océan, arraché en un instant par le sauvage qu'il aimait. Un rappel que la mer ne nous appartient jamais, elle nous permet seulement d'y entrer. La mort de Simon Nelist a été une tragédie qui a bouleversé une ville et a eu des répercussions dans le monde entier. Un rappel que lorsque nous entrons dans l'océan, nous entrons dans un royaume où nous ne sommes plus au sommet de la chaîne alimentaire. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais manquer notre prochaine analyse sur des histoires vraies d'hommes contre la nature. Voici maintenant un autre récit tout aussi saisissant. Un récit que vous ne croirez pas avant de l'avoir entendu.